Bonjour à tous. Avant de démarrer cet entretien, je vous invite à participer à la grande campagne de dons défiscalisés d'ici le 31 décembre 2023. Livre Noir souhaite récolter près de 50 000 € pour créer un pôle enquête dédié à l'extrême gauche et à l'islamisme. Merci de votre soutien. Vous trouvez tous les détails en commentaire et n'hésitez pas également à vous rendre en kiosque pour vous procurer notre nouveau magazine Une terre, deux peuples. Bon entretien. Charles de Meyer, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Livre Noir. Bienvenue sur Livre Noir. Vous êtes le président et cofondateur de l'association SOS Chrétiens d'Orient, une association qui œuvre depuis maintenant 10 ans au secours des populations les plus persécutées du Proche et Moyen-Orient. Et vous êtes également l'auteur du livre « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr » aux éditions de la Nouvelle Librairie, paru en juin 2023. Avant de commencer cet entretien, je rappelle à nos auditeurs et spectateurs que depuis le 8 décembre, vous pouvez vous procurer notre nouveau magazine « Une terre, deux peuples, vers la guerre civile en France ». Vous y retrouverez des enquêtes sur le territoire national, en immersion, comme à Marseille, dans la prison des Baumettes, ou dans la cité de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, d'où provenaient les assaillants du jeune Thomas. Nous avons également pu recueillir l'analyse d'experts du monde du renseignement et de la sécurité pour se questionner sur la possibilité d'une guerre civile en France. Enfin, vous y trouverez nos reportages à l'international, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, en Israël et en Arménie. Alors n'hésitez pas à consulter notre site internet www.livrenoir.fr pour découvrir nos différentes offres. Également, nous lançons une grande campagne de dons. Pour nous soutenir, vous pouvez y participer. Toutes les informations sont en description. Charles de Meyer, comme le veut la tradition de cette émission, je vais commencer par une citation. C'est une citation du général de Gaulle. Je cite « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Que vous inspire cette citation ? C'est d'abord la grande geste française au Proche et au Moyen-Orient que le général de Gaulle a cherché à poursuivre. Ce qui est intéressant dans le cas des officiers français de cette période, c'est qu'ils ont souvent eu une affectation au Proche-Orient, en Syrie ou au Liban, ce qui fait qu'ils avaient une connaissance intime des populations, des réflexes, des manières de vivre, de penser, des relations réelles entre les religions sur place. Et donc, cette complexité, c'était pas simplement une idée chez le général de Gaulle, c'était également un constat. Et pourquoi des idées simples ? Parce qu'en réalité, je pense que quand on va vers le Proche-Orient, il faut avoir des idées claires sur ce que sont les constantes de l'intérêt de la France et sur ce que sont les constantes de l'intérêt des populations locales. Si bien qu'aller vers l'Orient compliqué, pour celui que je connais le mieux, ça nécessite à la fois d'être l'héritier d'un legs magnifique. C'est celui de la solidarité des Français tout au long de leur histoire avec les chrétientés orientales. On peut faire remonter ça à Saint-Louis, on peut faire remonter ça à Napoléon III, même la Troisième République n'a pas trahi cet engagement, pourtant elle en a trahi beaucoup. Et c'est essentiel de voir que cette grande continuité, cette grande histoire, il nous appartient aujourd'hui de continuer à l'écrire. Il y a deux solutions pour l'écrire. Soit on essaye de faire des gribouillis pseudo-intellectuels, pseudo-complexes, pseudo-connaisseurs des réalités locales, soit on y va avec une force de conviction très claire, très nette, qui est celle-ci. La France a un intermédiaire immédiat très simple au Proche et au Moyen-Orient. Ce sont les chrétiens d'Orient qui ont à la fois la proximité culturelle et l'amitié historique avec nous pour nous aider à décrypter cette région qui, il est vrai, est parfois un petit peu compliquée. Très bien. Alors, pour contextualiser auprès de nos spectateurs qui ne sont peut-être pas au fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un chrétien d'Orient, juste ? Alors, un chrétien d'Orient, c'est le membre d'une église orientale. Vous pouvez donc avoir des chrétiens d'Orient qui vivent à côté de chez vous, à Paris. Ces églises orientales, elles proviennent toutes de Jérusalem, de l'annonce de l'Évangile et puis des actes des apôtres, que j'invite tout le monde à relire, si on veut être fier et en même temps s'interroger sur la vaste fresque chrétienne. Les actes des apôtres, c'est des moments formidables d'amour de Dieu et de sacrifice absolu, de vie, de confort pour l'annonce de Jésus-Christ et de son Évangile.
Après ces annonces, il y a eu un certain nombre de conflits théologiques, de conciles qui ont été acceptés ou non, jusqu'au grand schisme. Et tout ça a créé des églises disparates. Les unes appelées catholiques, qui étaient souvent en fait des églises latines, et puis les autres appelées orthodoxes, qui étaient plutôt liées au génie grec. Tout ça va amener à des bifurcations, des églises qui vont plus ou moins se rallier à Rome, ou qui vont plutôt retrouver leur unité avec Rome, d'autres qui vont faire le choix de maintenir leur spécificité, soit à cause de vicissitudes historiques, soit à cause d'affirmations théologiques. En tout cas, pour SOS Chrétiens d'Orient, les églises orientales, ce sont un trésor parce qu'elles sont une sorte de démonstration de la polyphonie de Dieu. La polyphonie de Dieu qui s'incarne dans l'histoire, qui aime la nature humaine et qui aime son expression culturelle et sociale. Elles ont tout un trésor à apporter au monde et à la chrétienté en général. Pour ceux qui sont plus intéressés pour les détails de cette histoire, qui est éphésien, qui est chalcédonien, je vous invite à regarder les émissions de Benjamin Blanchard qui sont disponibles sur le site de Radio Courtoisie et qui abordent tout ça avec des détails magnifiques. Alors, donc, vous êtes cofondateur de SOS Chrétiens d'Orient, une association qui maintenant, donc, depuis 10 ans, œuvre sur le terrain. D'où vous est venu cet engagement auprès des chrétiens d'Orient et pourquoi vous êtes-vous attaché à cette cause ? C'est une ambiance en réalité. On était tous des militants chez les fondateurs de SOS Chrétiens d'Orient contre la dénaturation du mariage qui était issue de la loi Taubira. On était dans la rue, on faisait partie de l'ensemble des mouvements, on était en garde à vue, on était extrêmement militants. Et c'était un combat qui était très noble, qui était plein d'engouement et qui nous a ouverts aux questions sociales, politiques et internationales, dans le sens où on a appris que notre vie était belle quand on la donnait. Alors on peut la donner à un autre, c'est le mariage, on peut la donner à Dieu, ce sont soit des vocations propres, soit des vœux propres, soit des vœux dans l'Église. Et puis on peut aussi la donner pour le bien commun. Et au même moment où on était un peu dans cet engouement, cette ébullition, il se profile le début de la guerre civile en Syrie, largement entretenue depuis l'étranger. Et à un moment, on entend François Hollande qui, avec Laurent Fabius, imagine envoyer le porte-avions Charles de Gaulle pour appuyer la rébellion syrienne, présentée dans tous les médias comme étant une sorte de colloque de l'UNEF dans une association en grève. Et au même moment, on voit que le village de Maaloula tombe. Quand ce village de Maaloula tombe, il y a des martyrs chrétiens. J'ai vu les familles des martyrs et qui m'ont expliqué comment ça s'était passé. Donc c'est un barbu qui toque à votre porte, qui dit « sortez, il vous arrivera rien », et puis l'homme sort et on le descend. Donc la France voulait appuyer une rébellion dont elle était vraisemblablement la meilleure connaisseur et dont elle disait qu'elle pouvait décerner qui était modérément islamiste, 3/4 islamiste, 1/4 islamiste, post-djihadiste, pré-djihadiste, etc., etc. Donc on se pose la question, et puis on rencontre des chrétiens syriens qui nous disent que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer, et qu'on veut les jeter soit au Liban, soit à la mer, pour reprendre l'expression djihadiste. Donc on y va. On y va avec cette conviction que la place des Français, c'est d'être aux côtés des chrétiens syriens et de leur dire que nous ne les abandonnons pas. Il y a eu des paroles très malheureuses de grands pontes de l'Église de France à l'époque qui abandonnaient complètement les chrétiens syriens. Nous, on pensait que le rôle de ce dont nous avions hérité, c'était d'aller leur témoigner de notre affection. Sans un point de vue politique, simplement avec une conviction, c'est celle que les chrétiens français ne peuvent pas abandonner les chrétiens syriens, quelle que soit la difficulté à laquelle ils sont confrontés. Et on y a bien réussi. Pour ma part, je ne connaissais absolument rien, à la fois à l'histoire et au vécu de ces populations. Mais je crois que l'Esprit a soufflé à un moment et nous a dit qu'il fallait nous mobiliser. 10 ans après, nous sommes fiers d'avoir entendu cet appel. Vous êtes lancé dans l'aventure, il me semble, à 4, c'est bien ça ? En 2013. C'est ça, nous étions quelques-uns. Arthur Dutertre, qui est secrétaire général de l'association, Benjamin Blanchard, qui est désormais son délégué général, et moi-même, j'en oublie. Ce qu'il faut imaginer à ce moment-là, c'est qu'on ne connaît rien, quoi. Le premier voyage en Syrie, on y va presque à l'aveugle. Le premier voyage en Irak, on fait l'exploration seul avec Benjamin. On se retrouve à prendre un taxi d'Erbil à Souleymanie en passant par Kirkouk, alors que c'était fortement déconseillé pour des Occidentaux de se rendre dans la zone. Donc c'est l'aventure absolue. Et évidemment, c'est des moments extraordinaires. Et c'est des moments extraordinaires parce que le modèle SOS Chrétiens d'Orient, qui va se développer petit à petit, à partir de l'été 2014, c'est-à-dire d'incarner notre aide sur le terrain de manière constante dans les pays dans lesquels nous intervenons, il est quasiment inexistant dans l'offre qui est proposée à ceux qui veulent exercer leur charité
à l'endroit des chrétiens d'Orient. Et donc nous créons une nouveauté qui est évidemment superbement accueillie par l'ensemble des chrétientés locales. Et c'est très valorisant de voir le sourire d'un enfant qui est heureux de vous rencontrer, de voir un chef de village ou un prêtre qui a l'impression d'être abandonné, qui se dit il y a des Français, des Européens qui songent à moi. C'était évidemment très gratifiant. Donc, quelles ont été vos premières actions, alors, concrètement? Concrètement, on arrive à Damas, donc à Noël 2013, avec 4 tonnes de jouets et de cadeaux. Au moment où on arrive, la ville subit des attentats, des bombardements, du mortier. C'est extrêmement compliqué, mais on arrive à faire ces distributions et à rencontrer des églises locales qui nous disent « Continuez, revenez, nous avons besoin de vous ». Et ça nous convainc à la fois de la nécessité de continuer en Syrie, mais dans l'avion de retour, on se dit l'organisation État islamique est aussi en train de progresser en Irak. Allons en Irak. Et ce sont les premières missions de SOS Chrétiens d'Orient, Pâques en Irak, Lorient avec Saint-Charbel. Et puis notre mission d'urgence après la chute de la plaine de Ninive aux mains des barbares de l'organisation État islamique. Donc à ce moment-là, c'est pas encore une présence permanente. Toutes les grandes fêtes chrétiennes, sans compter les explorations qu'on fait avec Benjamin Blanchard, on vient avec une délégation de jeunes Français et on apporte des jouets, des cadeaux, des vêtements que les gens nous ont procurés auparavant. Et c'est l'occasion de rencontres humaines extraordinaires, parfois dans la chaleur suffocante de l'Irak, parfois au milieu de la Syrie. Au moment de Lorient avec Saint-Charbel, c'est déjà une découverte du Liban pour nous. C'est donc, la fraîcheur de quand on veut faire le bien par le beau et le vrai. Il y a une fraîcheur, il y a un éclat dans ce qu'on fait, qui était extraordinaire. En tant que président, c'est évidemment mes meilleurs souvenirs. Les difficultés viendront après. Et alors, comment est-ce que de ces missions ponctuelles, vous en êtes venu à fonder une ONG avec des moyens assez conséquents aujourd'hui? Donc, vous avez un pied dans 8 pays. D'abord, tout à fait, c'est bien ça. D'abord, premier élément, au moment de notre première année d'existence, la générosité des Français est énorme. Je crois qu'on recueille plus d'1 million d'euros pour une association qui vient à peine de naître. Donc, à la fois, on prouve qu'il y a une constante de la fidélité française auprès des chrétiens d'Orient, qui ne s'est jamais démentie. Et puis, on prouve également qu'il y avait un manque, que cette volonté que cette aide soit mieux incarnée, plus incarnée, sur le terrain, au contact des gens, était un besoin. On s'en rend bien compte au moment où la plaine de Ninive chute aux mains de l'organisation État islamique. L'État islamique avait pris Mossoul, le califat avait été annoncé par Abou Bakr al-Baghdadi à l'époque, et au moment de Lorient avec Saint-Charbel, on est à 2 km, 3 km je crois de la zone de front, notamment dans une ville qui s'appelle Karakosh. Et dans cette ville, je fais une déshydratation à un moment, donc on vit, plongé avec les difficultés des gens, au milieu de la plaine de Ninive, sous 50 degrés, avec l'organisation État islamique à côté. Évidemment, ça vous secoue un peu. Et en rentrant, dans mon épuisement, je vois en me levant à un moment que l'organisation islamique vient de prendre ces villages dans lesquels j'étais allongé dans un lit d'hôpital 2 jours auparavant. Et donc on se dit, avec Arthur Duterte notamment, mais aussi avec d'autres membres de l'association, qu'on doit réagir, qu'on doit faire quelque chose. Et on part avec Arthur au début, à l'aventure, pour distribuer de l'aide aux déplacés de la plaine de Ninive. La plaine de Ninive, ça se situe à quelques encablures de Mossoul, et les déplacés vont aller dans la ville d'Erbil, qui est en gros la capitale du Kurdistan, du gouvernement régional du Kurdistan irakien, ce qui correspond à la zone nord de l'Irak. Et là, c'est biblique, les scènes. Tout le monde a en tête, évidemment, les scènes de gens qui partent dans le désert. C'est notamment le cas des populations yézidis, mais les chrétiens sont entassés dans des camps insalubres, avec une très forte promiscuité, dans une chaleur accablante. Et si l'organisation humanitaire commence à se développer, elle est encore largement perfectible. Et donc ce qu'on fait, c'est de l'humanitaire classique. On récolte de l'argent la veille, et ce qu'on a récolté la veille nous sert à faire des distributions le lendemain. Je me souviens avoir fait livrer des camions de bouteilles d'eau, de produits hygiéniques, d'avoir fait des distributions de produits sanitaires, parfois de viande, etc., pour qu'ils aient accès à de la protéine. Puis rapidement, on essaye d'aller vers des choses plus concrètes. On fait des préfabriqués pour qu'il y ait des maisons, des assistances médicales possibles, notamment dans un petit village de l'Est qui s'appelle Mengesh. Et en partant, parce qu'à un moment, il fallait bien que je reprenne le travail, on se dit on ne peut pas avoir donné autant
et abandonner ces populations. Donc on fait un appel au volontariat et on propose à quelques personnes de venir continuer dans le long terme une présence continue des volontaires des SOS Chrétiens d'Orient. Et ça devient un modèle déterminant pour notre association, parce que la présence continue, c'est l'inscription dans le quotidien des gens. Il y a des villes en Irak qui connaissent des volontaires de SOS Chrétiens d'Orient depuis 7 ou 8 ans en continu, et donc ont une présence française de très long terme auprès d'eux, de chrétiens français notamment, qui viennent leur dire que la charité pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont n'a pas disparu. Et ensuite, pour en arriver à l'association telle qu'on la connaît, il y a eu à la fois la volonté de la développer dans d'autres pays, il y a eu la rencontre avec un besoin de Français de tous âges qui ont décidé d'être volontaires, des donateurs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un budget d'environ 11 millions d'euros, ce qui, sans prêt de l'État, sans subvention européenne, est évidemment un succès économique et financier majeur. En fait, c'est simple, hein. Si on était de gauche, SOS Chrétiens d'Orient, on serait au ministère tous les jours et on ferait la une des journaux. Comme on n'est pas de gauche, on a les mérites de Mediapart de temps en temps. Alors, est-ce que vous diriez que les volontaires, finalement, est-ce que c'est la principale force de l'association ? Bien sûr, c'est la force et puis c'est l'élément le plus déterminant. Le volontaire, c'est l'ADN des SOS Chrétiens d'Orient. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une manière de montrer que notre aide, elle veut être au plus près de la personne. On veut connaître les personnes, connaître les familles, connaître leur mode de vie, épouser leurs difficultés, être avec eux quand il y a des coupures d'électricité, d'eau, de courant, quand il y a des craintes, quand il y a des évacuations, quand leur famille se demande si elles doivent rester sur la terre de leur père, etc. etc. Et cette incarnation, elle nous permet aussi de comprendre ce qu'ils vivent réellement. De ne pas avoir un discours idéologique financé par le Quai d'Orsay ou par quelque association que ce soit, qui nous disent, voilà, les chrétiens d'Orient doivent vivre ça, avoir tel mot, avoir telle explication. Nous, on est brut de décoffrage. C'est-à-dire, quand on nous dit qu'on est persécuté par l'islamisme, on va dire en France, ils sont persécutés par des islamistes. Quand on va nous dire les choix de l'Occident expliquent ma situation, on va dire les choix de l'Occident expliquent ma situation. Quand on entend des ministres français expliquer que les sanctions contre la Syrie n'affectent pas la population, d'ici, les sanctions occidentales contre le peuple syrien sont en train de faire crever des familles. Évidemment, sans les volontaires qui nous font ces rapports de terrain au quotidien, on ne pourrait pas avoir cette pertinence. Le deuxième élément, c'est qu'on croit beaucoup que nous faisons aussi un service pour la France avec les volontaires, quasiment 300 à 400 par an, que nous envoyons là-bas. Un volontaire qui vit cette grande chaîne du temps, qui la perpétue auprès des chrétientés orientales et qui continue de s'inscrire dans cette vocation de nos pères, il s'accomplit en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que catholique, mais aussi en tant que Français. Parce qu'il y a quelques renforts spirituel et culturel quand on perpétue cette chaîne du temps, et pour nous, c'est extrêmement important. Et enfin, dernier point, c'est que le volontaire, ça permet de décupler la force des SOS Chrétiens d'Orient. Beaucoup d'ONG dans le monde, pas besoin d'en citer, sont en fait des entreprises qui répondent à des appels d'offres et qui surpayent des salariés envoyés en mission à l'étranger. Et donc, ils ont du mal à avoir du personnel de terrain ou c'est un gouffre financier pour elles. Maintenant, nous, on a des volontaires qui font œuvre de gratuité en donnant leur vie pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois plus, pour leurs frères chrétiens d'Orient. Évidemment, ça change tout dans notre capacité à intervenir en urgence et en même temps dans le temps long. Alors, donc, ces volontaires, ils sont envoyés donc, dans des pays évidemment très compliqués, souvent des théâtres de guerre. Comment assurez-vous la sécurité des volontaires que vous envoyez sur place ? Alors d'abord, on assure la sécurité des volontaires et de tous nos collaborateurs en étant parfaitement intégrés aux sociétés dans lesquelles nous intervenons. On vit au milieu de leur village, on connaît les chefs de tel quartier, les intervenants de tel quartier, les intervenants ministériels, etc. Et nous prenons au sérieux ce qu'ils nous disent. Ça a l'air tout bête comme ça, mais connaître son environnement et y fréquenter la population réelle, c'est la première et la meilleure des protections parce que c'est celle qui nous alerte. Après, on travaille évidemment avec des partenaires de sécurité, via nos assurances et via d'autres choses qui nous permettent de former nos chefs de mission à assurer la sécurité des volontaires, sécurité qui peut parfois être très lambda. Le premier risque pour un volontaire des SOS Chrétiens d'Orient, c'est pas les djihadistes, c'est l'accident de la route sur une route en mauvais état au fin fond de l'Irak. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, d'autant plus que des personnes projetées dans ces environnements-là peuvent oublier des réflexes de bon sens. Alors, remettre sa ceinture de sécurité, c'est la première règle de sécurité chez SOS Chrétiens d'Orient, par exemple. Et c'est pas la plus simple à faire appliquer.
Le deuxième point, au-delà de ça, c'est qu'on a maintenant une vraie connaissance fine des sociétés orientales. Donc on arrive un peu à sentir à l'oriental, à sentir les comportements, les réactions pour assurer, j'allais dire, notre inscription dans un contexte sécuritaire et voir son évolution. On a eu des moments où on a dû évacuer des missions, je pense à Ka, à l'est du Liban, quand il y a eu des attaques de l'armée libanaise pour libérer des parties de la Beka, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak également, etc., etc. Mais tout ça se fait de manière coordonnée et sérieuse. Et enfin, le dernier point, c'est qu'évidemment, nous ne projetons pas de volontaires dans des zones de combat. Comment expliquer ça à vos téléspectateurs ? On est tellement loin de la guerre en France qu'on a l'impression que quand un pays est en guerre, l'intégralité de son territoire est un champ de bataille et sous les bombes. Alors qu'en fait, sous les bombes, c'est très limité dans le temps et dans l'espace. Et donc, on peut avoir une action qui est réelle pour cette zone de conflit sans se mettre exprès sous les mortiers. Alors évidemment, 14-18, c'est un peu loin de nous, 39-45, c'est un peu loin de nous en France, et grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Mais quand on dit qu'on intervient en zone de guerre, ceux qui ne vont y aller, ça ne va être que les salariés formés de l'association pour ça, et les volontaires ne seront évidemment pas sous les bombes. Alors, j'aimerais aborder avec vous un événement qui a frappé SOS en 2020. C'est l'enlèvement d'une équipe de salariés à Bagdad. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de cet événement et comment vous avez pu gérer la situation ? Moi, c'est un événement très particulier parce que je devais être avec eux. J'étais prévu au voyage et on a eu une petite anicroche sur la date qui avait été désignée. Donc évidemment, en tant que président, en tant qu'ami, puisque c'était tous des amis, et en tant que participant qui n'est pas venu dans cette mission, c'est extrêmement particulier au moment où on nous apprend qu'ils sont enlevés. D'ailleurs, moi, au moment où j'ai les premiers messages, je me dis « Oulala, notre boîte de sécurité fonctionne très bien. C'est un exercice qui a l'air plus vrai que nature. » Puis petit à petit, je comprends que c'est pas un exercice. Ce qui fait qu'on a bien réagi, je ne sais pas, mais en tout cas, l'association a réussi à tenir bon, qu'il n'y a pas eu de faiblesse d'SOS Chrétien d'Orient au moment de rapatrier ses volontaires. Enfin, pardon, c'était justement pas des volontaires, ses collaborateurs, qu'on a réussi à travailler main dans la main avec l'État. C'est quoi ? C'est que d'abord, on était entraînés, on était formés, on avait travaillé à la constitution des cellules de crise, à la réaction en urgence, et ça nous a beaucoup soutenus dans le fait d'appréhender cette situation. La foi a évidemment été un élément essentiel. Alexandre Goudarzi le raconte dans le livre qu'il a publié à l'égard de sa captivité, mais c'est une réalité chez tous ceux qui ont été séquestrés à ce moment-là. C'est que la foi leur a permis de tenir, et nous, on savait aussi qu'ils avaient des secours spirituels, et on a vu cette immense mobilisation, je pense que ceux qui nous visionnent y ont peut-être participé, immense mobilisation de prières, de chaînes de prières, de solidarité à ce moment-là. Ce qu'il faut dire également, c'est que la cellule de crise du Quai d'Orsay qui nous a intégrés et qui a été à la manœuvre pour leur libération a été parfaite avec nous, à la fois dans l'accueil, dans la compréhension, dans les échanges. Donc on a senti la force de la France dans ce que ça noble au moment de vivre toutes ces situations-là. Et ce qui fait qu'on a tenu également, je crois, c'est que tous ceux qui étaient sollicités, à la fois qui étaient otages et qui étaient membres de l'association, savaient pourquoi ces gens-là étaient là-bas. Ils étaient partis à Bagdad pour aider les chrétiens d'Orient. Ils étaient partis à Bagdad en lien avec tous ceux avec qui il fallait être en lien pour pouvoir opérer un tel déplacement. Ce n'étaient pas des aventuriers qui allaient faire n'importe quoi. Et donc, quand on ne va pas faire n'importe quoi et qu'on est en face d'une difficulté comme celle-ci, je crois que la question du sens est essentielle pour tenir ensemble, pour subir tout ça. Quant à eux, évidemment, je peux transmettre que leur témoignage. Ce témoignage, c'est celui d'une grande déchirure, d'une terreur pour ses proches, pour les autres, etc. Et en même temps, d'un grand réconfort spirituel. Je crois qu'ils ont vraiment senti la main de Dieu avec eux au moment de cette prise d'otage. On a abordé les défis sécuritaires. Quel autre défi pouvez-vous rencontrer au quotidien ? Il y a plusieurs défis. D'abord, c'est le défi de la confiance de notre communauté de donateurs. SOS Chrétien d'Orient a 10 ans. On a maintenant une communauté qui est très fidèle, qui est très solide, qui nous fait confiance depuis des années. Mais il faut toujours remettre
l'ouvrage sur le métier pour pouvoir être sûr qu'ils nous font confiance dans la manière dont nous sélectionnons les projets, dont nous menons les projets, dont nous attirons des volontaires dans les projets et dont nous les réalisons. Ça, c'est le combat quotidien de la confiance qui est essentiel. Le deuxième défi, j'allais dire, c'est celui de ne pas s'éparpiller, de comprendre pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour aider les chrétiens d'Orient à vivre et prospérer sur la terre de leur Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vivre, ça veut dire avoir ses besoins de première nécessité couverts. L'eau, l'électricité, la nourriture, les soins médicaux, l'enseignement pour les enfants, qui est évidemment devenu un bien de première nécessité dans toutes ces populations. Et puis leur offrir une opportunité, c'est-à-dire ne pas dire émigrer, on vous accueillera chez nous. Non, ce qu'on veut, c'est que la communauté internationale, la France au premier chef, et tous ceux qui ont un pouvoir à exercer, exercent ce pouvoir pour que les communautés chrétiennes orientales puissent continuer à vivre chez elles. Et donc ça veut dire parfois aller prendre des risques. Ça nous a coûté cher, très cher même, en termes de tranquillité, de confort personnel, de dire la vérité, je crois, sur la Syrie, de dire aussi, de porter le message qu'on porte actuellement sur ce qui se passe en Palestine et en Cisjordanie, de dire que si les évolutions d'Emmanuel Macron sur le dossier arménien sont appréciables, il n'en reste pas moins que la France s'est tue avec toute l'Union européenne pendant des années face à l'Azerbaïdjan dans ce conflit. Et donc être à la hauteur des gens que nous croisons. Mais je reviens à la force du volontaire. C'est beaucoup plus difficile de trahir quelqu'un quand on l'a regardé dans les yeux pleurer. Et nous, on voit les chrétiens d'Orient pleurer tous les jours quand ils sont face à ces difficultés. Donc édulcorer leur message, essayer de, pactiser avec le politiquement correct, ne fera jamais partie de notre ADN grâce à ça. Et enfin, le dernier défi, c'est le défi de réfléchir à pourquoi il nous a été donné de créer une association qui a un tel succès. Quels sont nos devoirs aujourd'hui envers nos anciens volontaires, envers les populations qu'on aide et envers toute la société française. Plus de 3000 volontaires partis au Proche-Orient avec nous. C'est une jeunesse qui est formée, qui est volontaire, qui est véhémente même sur certains aspects de la vie sociale et de ce qu'elle veut transmettre à la France. Et donc il faut réussir à faire de ce trésor une énergie à la fois pour être les premiers militants de la cause des chrétiens d'Orient, mais aussi pour dire que ce dont les chrétiens d'Orient ont besoin, c'est de Français qui soient vraiment, pleinement et fièrement Français, et que c'est sans doute le service premier qu'on puisse leur rendre. Quel est le plus compliqué pour les volontaires ? Est-ce que c'est de découvrir un nouveau pays et le dépaysement ? Est-ce que c'est de côtoyer la détresse des populations qu'ils rencontrent, ou est-ce que ce ne serait pas également le retour en France à la fin d'une mission ? C'est ce que j'essaye à quoi j'essaye de réfléchir dans la dernière partie de Pourquoi me persécutes-tu, mon livre aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il y a une lettre aux volontaires qui essaye de résumer un petit peu, plutôt de synthétiser ce qu'est l'esprit des SOS Chrétiens d'Orient. Le plus dur pour un volontaire, je crois, c'est d'être complètement à sa mission. Qu'est-ce que j'entends par là ? Un volontaire qui aujourd'hui est en majorité une jeune personne, évidemment il y a des gens de tous âges, mais aujourd'hui c'est une jeune personne, a l'habitude d'une société où tout est nivelé, où l'exigence, l'excellence n'est plus proposée, où le fait de tergiverser, de céder, n'est plus une question qui moralement taraude les gens. Nous on lui propose exactement l'inverse. Un volontaire, il doit être là-bas pour servir à 100% les chrétiens d'Orient, qui ne sont pas une cause, qui sont des personnes incarnées qu'on doit aimer avec leur force et aussi avec leur côté pénible par moments. Tout ça, ça demande de se départir à la fois de son énergie initiale. Je pars en tant qu'humanitaire, donc je vais changer le monde. Bah non, ne commence pas par changer le monde, change la couche du vieillard ou du grabataire qu'on te propose de changer, et puis après on en discute. Et le deuxième élément, c'est réussir à s'inscrire pleinement dans sa mission, qui est une chaîne du temps. Ce qui change les choses au Proche-Orient à travers l'action des SOS Chrétiens d'Orient, c'est le temps de présence. Et donc parfois, on est une minuscule chaîne de ce temps. On fait des parties de Scrabble, alors que d'autres vont faire des gravats. On est là pendant l'été pour animer une colonie de vacances, alors que d'autres reçoivent des déplacés en période de guerre. Donc on peut avoir des éléments très, très variés. Je crois que c'est quand ces éléments sont pleinement embrassés que le retour au pays est bien compris. Parce que c'est comme ça que les anciens volontaires savent qu'ils sont des militants de la cause des chrétiens d'Orient, encore plus une fois qu'ils sont entrés.
et ils doivent alerter leurs ensembles paroissiaux, la vie politique, la vie sociale locale, et continuer à être dignes, à être à la hauteur des messages que leur ont portés les chrétiens d'Orient. Et ça, quand c'est réussi, c'est très beau, et ça permet de voir des gens dont la vie est bouleversée, au sens propre, par leur expérience chez SOS Chrétiens d'Orient. Alors je reviens sur l'association en général. Quels sont vos principaux piliers d'action? Et donc, par conséquent, quelles sont les actions concrètes des volontaires sur place? J'allais dire 3 grands piliers d'action. Il y a l'humanitaire classique, l'humanitaire sac de riz, face à une situation d'urgence, réponse d'urgence qui peut être calibrée en fonction des pays, mais donc besoin de première nécessité, eau, nourriture, médicaments. Les médicaments ont longtemps été un problème, par exemple pour le Liban tout récemment, c'était une énorme difficulté. Deuxième pilier, tout ce qui va donner un sens, réparer la vie sociale qui a été abîmée par la pauvreté, par la crise financière, par l'arrivée de l'islamisme, par la guerre, comme en Artsar, etc. Souvent, les grands chocs, les grandes crises abîment personnellement, psychologiquement ou physiquement, mais elles abîment aussi le tissu social. Et ce tissu social, le réparer, c'est essentiel, puisque s'il n'y a plus de tissu social, l'homme dépérit. Et donc ça peut être refaire des lieux de convivialité, refaire des lieux de rencontres religieux, en clair, rebâtir des églises, etc., pour permettre à cette société d'être retissée. Enfin, ou plutôt, pour apporter une aide aux hommes, aux familles qui retissent cette société. Le troisième point, c'est les grands projets majeurs qui vont donner un coup d'élan. Quand on a refait, par exemple, une école au centre de Bagdad, le fait que des Français arrivent à refaire cette école au centre de Bagdad, c'était un signal comme un coup de tonnerre dans le ciel des chrétiens d'Orient, et ça leur dit « quelqu'un veut prendre soin de moi ». Et si quelqu'un veut prendre soin de moi, c'est qu'il a un souci de ma présence. Et s'il a un souci de ma présence, c'est que ma présence a du sens, qu'elle sert quelque chose qui m'est supérieur. Et c'est comme ça, je crois, qu'on arrive à convaincre certains de rester, alors que le principal danger pour les chrétiens d'Orient, c'est l'émigration, qui à la fois les affaiblit et puis les condamne à une sorte de fuite en avant, sans soutien à ceux qui veulent rester et prospérer dans leur pays. Alors on va aborder plus tard dans cet entretien chaque situation précise de ces pays-là, mais j'aimerais également vous poser une question par rapport aux différentes attaques qu'SOS a pu subir, à la fois de la Ça va vous prendre 2 entretiens, hein. à la fois de la presse de gauche et notamment de Mediapart, et également toutes les accusations de complicité de crimes de guerre avec des milices proches du régime syrien, et même, il me semble, de crimes contre l'humanité. Je ne sais plus jusqu'où ils sont allés. Oui. Crimes contre la galaxie aussi, certainement. Ouais. Alors, comment vous expliquer? D'abord, je pense qu'il faut revenir au préalable de ce qui se passait. SOS Chrétiens d'Orient est intervenu dans 2 villages en Syrie qui s'appellent Mardé et Skelbié, qui étaient à quelques encablures de... je crois qu'un rapport de l'ONU a appelé ça le plus grand dépotoir à islamistes du monde, c'est-à-dire l'enclave d'Idlib. Je m'empresse de dire qu'il y a évidemment des gens qui ne sont pas islamistes à Idlib et que tout ce qui leur arrive est très malheureux et que mon cœur est le premier à saigner face à ce qu'ils vivent. Mais il y a le kaléidoscope des islamismes dans l'enclave d'Idlib, dont la sécurité est aujourd'hui assurée par la Turquie. Ce qui veut dire qu'un membre de l'OTAN viole l'intégrité territoriale d'un pays tiers, la Syrie par la Turquie, et y organise un gouvernement avec des suppôts de l'islamisme, sous toutes ses faces, ce qui pourrait amener à quelques réflexions sur cette alliance. Premier élément. Ce village était systématiquement bombardé, attaqué notamment par des Tchétchènes qui allaient y égorger des personnes, qui bombardaient des maisons, qui faisaient tout un tas de victimes. SOS Chrétiens d'Orient a décidé d'y intervenir à plein. On a distribué des couvertures, on a distribué des médicaments, on a distribué de l'eau, bref, des besoins de première nécessité. Et ça, c'est insupportable pour une partie des médias français. D'abord parce qu'on nous expliquait que les gens de l'enclave d'Idlib étaient simplement des victimes et qu'elles ne pouvaient pas du tout être des agresseurs. Or, nous documentions tout le mal qui était fait à ces populations chrétiennes. Et ça a quand même gêné toute une partie du discours sur la Syrie. Deuxième élément, ces populations ont fait le choix de se défendre. Moi, je n'ai pas de jugement à poser sur le fait de se défendre pour une ville syrienne. J'allais plutôt dire, en bonne logique intellectuelle, si on est agressé par des islamistes dans un village, son devoir d'État, c'est de se défendre. Mais est-ce que c'était le rôle d'SOS Chrétiens d'Orient d'aider ceux qui se défendaient? Non. SOS Chrétiens d'Orient aidait les populations victimes de ces agissements
Et dans ce village, par ailleurs, certains se défendaient. On nous a donc demandé de condamner ceux qui se défendaient. Or, moi, je suis désolé, ceux qui sont les complices de ce qui se passe en France, au Bataclan, etc., c'est ceux qui essayent d'empêcher les Français de se défendre quand il le faut. Et donc, je n'allais pas condamner dans un autre pays ce que je n'aurais pas condamné dans le mien. Premier point. Deuxième point, Mediapart, en subtilisant des données d'SOS Chrétiens d'Orient, à travers une équipe de pigistes qui s'est d'ailleurs disputée entre elles. Hein. Vous pouvez aller sur le site internet d'SOS Chrétiens d'Orient, on vous explique ça. Des mecs un peu douteux ont volé des informations aux uns aux autres, tout ça dans une ambiance un peu bizarre. L'une des grandes auteurs de l'enquête vient d'être perquisitionnée, ou je crois mise en garde à vue par la DGSI, parce qu'elle a travaillé avec un site qui attaquait directement la France, ou je ne sais pas pour quel intérêt étranger, bref. Ont décidé d'essayer de démontrer que nous étions complices de crimes de guerre. Donc c'est le journalisme Mediapart, puisque si j'ai bien compris, le lendemain de leur enquête ou avant leur enquête, ils sont allés déposer un dossier sur le bureau du procureur. Donc on sent que c'était une liberté d'informer, qui était surtout une volonté de détruire ce qui était jugé comme un ennemi politique. Et là, je suis étonné, parce que la complicité de crimes de guerre par couverture interposée, c'est très nouveau. Le crime contre l'humanité par distribution de peluches, c'est assez étrange. Toute une partie de la gauche ecclésiale française qui nous déteste a décidé d'embrayer le pas, sans doute par amour de la vérité, ou surtout pour démontrer que sa haine est infinie. Et donc on s'est retrouvés un matin, vous vous réveillez, vous prenez un café et vous dites ok, on m'accuse de crime de guerre parce que j'ai distribué une couverture. Ou j'ai fait distribuer une couverture parce que c'était pas moi concrètement. Donc là c'est très étonnant, et puis vous essayez de voir ce qu'ils ont démontré. Ce qui démontre, c'est pathétique. Le fait que si une enquête préliminaire existe vraiment contre SOS Chrétiens d'Orient sur ce sujet, ça veut dire que pour répondre aux lubies de M. Plenel et de Mediapart, et aussi d'un milliardaire, de 3 associations de milliardaires américains qui ont fourni la bourse qui a permis à ces journalistes d'enquêter sur nous pendant 1 an. Je vous rappelle, donc on a donné une bourse européenne issus de fondations de milliardaires qui défiscalisent leur argent aux Pays-Bas pour Mediapart, qui fait la leçon toute la journée sur ceux qui défiscalisent en passant, pour essayer de taper une association parce qu'elle donnait des couvertures à un village de chrétiens harcelés par les islamistes. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce sur quoi la justice française est censée enquêter depuis, je crois, 4 ans. Alors, j'ai jamais eu de confirmation, on n'a jamais été convoqué à rien, on ne sait pas ce qui se passe, tout ça est très confus, on est les premiers à vouloir s'expliquer, puisqu'on n'a vraiment rien à se reprocher. Mais ça sert à une chose, c'est à mettre la marque de l'infamie sur SOS Chrétiens d'Orient, pour nous empêcher de parler dans les grands médias, pour nous empêcher d'être reçus dans les ministères, pour dire « cette parole n'est pas acceptable, regardez, il y a une enquête qui est ouverte sur eux ». Ça, c'est des méthodes d'extrême gauche extrêmement classiques pour diaboliser. Un jour ou l'autre, la justice de mon pays finira par dire il faut arrêter avec ça. Et j'espère qu'elle se retournera contre ces réseaux qui ont tenté de nous mettre à mal, parce que ça pose quand même un problème. Au jour où la France est victime de tant d'attaques islamistes, que ceux qui aident les chrétiens victimes de l'islamisme soient autant vilipendés. Dernière réponse sur Mediapart et puis sur toute cette triste équipe. Ils se sont fâchés entre eux et les 3 principaux auteurs de l'enquête n'ont jamais mis les pieds en Syrie pour faire cette enquête. Donc on a une enquête faite sur des jeunes gens qu'on accuse dans un papier qui fait, je crois, 50 pages, d'être complices de crimes de guerre sans jamais avoir foutu les pieds dans le pays sur lequel ils sont censés avoir commis ça. Et il n'y a aucune indignation des syndicats, des journalistes, etc. Et ça pose toute une question du traitement médiatique du conflit syrien. Le traitement médiatique du conflit syrien, c'était quoi? 9 articles sur 10, dans les grands titres. Papier signé depuis Beyrouth. J'ai plein d'amis au Liban. Je peux vous assurer que demander à un Libanais son analyse sur la situation syrienne, c'est un petit peu comme demander à quelqu'un de la France insoumise son avis sur la droite française, quoi. Ça n'a aucun sens. Et donc, on a eu comme une chute totale de la profession journalistique sur la guerre en Syrie, mais pendant tous les printemps arabes. Si on reprenait l'ensemble des analyses qui ont été faites par les journaux français sur ce qui allait se passer dans les printemps arabes, sur ce qui allait devenir ces pays, des gens devraient se voir
virés de la profession journaliste pour toujours. Ceux qui expliquaient que Mohamed Morsi était une bénédiction de la démocratie, alors que je rappelle qu'en 2014, quand il est dégagé, il est mis en prison et sous procès pour sa proximité avec le Hamas, ce qui est en fait le lien sur... Et les frères musulmans. Et les frères musulmans. Lui, il est directement frère musulman. Mais donc, des journalistes français défendaient Morsi, qui se rapprochait du Hamas, et qui a été mis en tôle pour ça en Égypte. Et il y en a des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a jamais eu d'amende honorable de cette profession sur sa couverture du printemps arabe. Je crois que ça mériterait au moins une petite interrogation. Donc SOS Chrétiens d'Orient est droit dans ses bottes. Nous n'avons commis aucun crime et nous ne sommes complices d'aucun crime. La seule chose qui fait que nous soyons attaqués, c'est quoi ? C'est que, pour ces gens, il est insupportable que des gens qui ne sont pas classés à gauche aient eu un tel succès dans le monde humanitaire. Alors, le fait que nous aidions notre prochain, qui est un étranger, est insupportable pour eux, parce que ça fait disjoncter complètement leur logiciel intellectuel. Le deuxième point, c'est que, à la base de quelques photos volées et de 50 pages de charabia, ce qu'on essaye de dire, ce qu'on essaye de faire comme chantage, c'est de dire que tous les défenseurs des villages chrétiens syriens qui ont dit « il faut que ce massacre s'arrête » seraient coupables et complices. Donc on essaye, j'allais dire, de terroriser les Français sur cette question. Et le troisième point, le plus dur, et je pense qu'il est le plus violent et le plus coupable, c'est qu'on a fait porter sur 3000 volontaires français qui se sont donnés corps et âme pour le bien des chrétiens d'Orient un sceau d'infamie. Mais je crois que moralement, la profession journalistique mériterait de dire son indignation face à ces procédés. Est-ce que vous avez porté plainte contre Mediapart pour ça ? Non, nous n'avons pas porté plainte contre Mediapart, car Mediapart est fort bien conseillé par ses avocats, et que c'est d'ailleurs très bien. Le droit de la presse français est très bien fait pour protéger à la fois les sources et surtout les journalistes. Donc si je dis demain, si je fais une accusation péremptoire, je suis condamné. Mais si un avocat m'a dit « Ouh là là, mettez bien qu'il y a un sous-entendu, etc. », la liberté de la presse fera que ces gens-là sont protégés. Mais par contre, comme ils ont diffusé en masse cet article, des lecteurs qui sont souvent des gens qui croient à Mediapart comme si c'était une parole d'évangile, ont fait des commentaires absolument délirants, et il y a toute une série de procès en cours, de procédures en cours, pour qu'ils soient condamnés. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Mediapart et sa rédaction, qui fait semblant d'être les héritiers de Peggy, vous savez, Edoui Plenel, c'est l'héritier de Peggy qui porte plainte parce qu'une jeune femme lui tire les cheveux, c'est magnifique. Eh bien, ces gens-là fassent amende honorable, disent... on s'est laissé embarquer dans un truc qui nous dépasse. SOS Chrétiens d'Orient, on les déteste, mais c'est pas ce qu'on vous a dit. Voilà. Et je pense que si Mediapart faisait ça, on serait heureux d'arrêter des procédures contre ceux qui ont repris aveuglément leurs articles. Alors j'aimerais maintenant faire un peu un focus géopolitique. Si vous pouviez nous livrer votre analyse, pouvez-vous nous dresser un rapide bilan de la situation des différents pays dans lesquels l'association a un pied ? Alors bien sûr, vous voulez commencer par lequel ? On peut commencer celui qui vous inspire le plus. Alors moi j'ai mon pays chouchou, c'est le Liban, qui est dans une situation extrêmement délicate. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je pense que malheureusement d'ici à Noël, ce sera toujours le cas, le Liban est sans président. Le gouvernement est donc une sorte de gouvernement en exercice qui gère les affaires courantes. Alors, ce serait à préciser en constitution libanaise, mais résumons-le comme ça, en attendant qu'un nouveau président puisse nommer un nouveau gouvernement. Donc il y a une situation de crise politique qui se rajoute à une situation de crise économique, liée à la fois à des errements financiers monétaires détestables de la part de la Banque centrale du Liban, mais également visiblement à ce qui s'approche d'une attaque de la livre libanaise sur les marchés internationaux. Tout ça se surajoute au fait que la guerre en Terre Sainte vient mettre en danger la sécurité des Libanais, notamment au sud du pays. SOS Chrétiens d'Orient est d'ailleurs en train de mener une action humanitaire d'urgence dans le sud du Liban, où très longtemps on a eu une antenne à Armeïch qui a quelques encablures de la frontière israélienne et qui jouxte des villages qui sont l'objet d'attaques, soit d'attaques vers Israël par le Hezbollah, soit d'attaques israéliennes vers le Liban, vers des positions supposément liées au Hezbollah ou à d'autres groupes. Donc il y a une urgence qui est absolue. Le Liban est en train d'être détruit, à la fois par ses propres errements,
mais aussi par une volonté occidentale qui est absolument incompréhensible. Je vais vous donner un exemple. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, a été nommé pour régler la situation libanaise. Aujourd'hui, régler la situation libanaise, c'est-à-dire trouver un terrain d'entente entre les différents partis chrétiens pour qu'ils se mettent d'accord sur l'élection d'un nouveau président de la République. Sa mission semble aujourd'hui être un échec absolu. Cet échec absolu, c'est une humiliation totale pour la France. La France aurait dû réussir à parler à toutes les parties prenantes et à faire un soutien. D'autant plus qu'Emmanuel Macron aurait, du moins c'est ce qu'on lit, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a de très fortes suppositions, soutenu un candidat qui était inacceptable. Je ne juge pas de ses qualités personnelles, c'est un des rares acteurs que je ne connais pas. Qui était inacceptable pour une majeure partie du camp libanais, des camps chrétiens libanais. Donc c'est un jeu qui est très étrange et sur lequel on devrait tout remettre à plat et arriver vers cette évidence. Si le Liban se vide de ses chrétiens, c'en est fini de ce message des chrétiens d'Orient au Proche-Orient. Aujourd'hui, la disparition du Liban, à la fois par les fautes de certains Libanais, mais aussi par les erreurs de la communauté internationale, serait une catastrophe. J'ajoute que le pays accueille plus d'1,5 million de réfugiés syriens, ce qui est supérieur au quart de sa population, et qu'à cause de notre obstination à ne pas vouloir reconnaître cette évidence en Syrie, qu'on est obligé de renouer avec le gouvernement en place à Damas, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, fait qu'on oblige les Libanais à accueillir ce 1,5 million de personnes, ce qui est insupportable pour eux. Ça me permet de faire la transition avec la Syrie. En Syrie, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les sanctions occidentales qui sont mises pour avoir un changement dit du régime, une meilleure intégration dite de l'opposition au fonctionnement politique, ressemblent un petit peu à ce qu'on fait depuis le début du conflit en 2011. C'est-à-dire des discours sans queue ni tête, sans appréciation réelle du terrain, sans possibilité d'agir concrètement pour la résolution du conflit et la paix. On n'est pas là pour expliquer aux Syriens comment ils doivent être gouvernés. Ils s'en sortiront très bien tout seuls. On n'est pas là pour expliquer aux Syriens quel est le sort juste de cette guerre. Personne n'a eu raison dans cette guerre. J'allais dire que tout le monde a soutenu à un moment ou à un autre des gens qui ont commis des horreurs. Occident, France, Union européenne, États-Unis compris. Il suffit d'avoir croisé un jour des témoins directs de ce qu'on appelait les rebelles modérés ou les rebelles pseudo-modérés pour comprendre que cette vaste blague est intolérable. C'est 2 cm de longueur de barbe en différence. C'est que les uns ne balançaient pas les homosexuels du haut des immeubles, ils se contentaient de les égorger, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il y a eu un moment une rébellion démocratique qui rêvait de faire un autre pays en Syrie. Force est de constater qu'aujourd'hui, elle ne représente rien dans la réflexion du pays. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réussir à renouer des liens diplomatiques avec ce pays. Évidemment, y prôner la justice, la dignité humaine, la réconciliation, faire que, comme tous les pays du monde, la souveraineté territoriale syrienne soit respectée et qu'on retraite ce pays comme on devrait traiter tous les pays, même ceux qui nous déplaisent le plus, c'est-à-dire comme des partenaires avec lesquels nous essayons de progresser, pas des pays sur lesquels on essaye de tenter des changements de régime, des moralines insupportables, les excès des Qataris, ok, mais les excès des Syriens, pas d'accord, etc. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et pour les chrétiens syriens, la situation est terrible, puisque les sanctions internationales touchent toute la population. Les sanctions internationales qui, dit-on, ne touchent pas les biens de première nécessité, en fait, les touchent complètement. Pourquoi ? Parce que si les médicaments ne sont pas sous sanctions internationales, mais que vous ne pouvez pas les transporter, pas les assurer, pas les financer, évidemment, les médicaments aussi sont sous sanctions internationales. Alors, il y a une indignité, une infamie dans cette démonstration qui est insupportable. On l'a vu après le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, où évidemment aucun lien, pas de son, pas d'image avec SOS Chrétiens d'Orient qui était directement à Alep. On a subi le tremblement de terre dans notre antenne à Alep à ce moment-là. Donc, en fait, une situation qui est assez complexe. C'est soit on retraite la Syrie comme on devrait traiter tout pays et on essaye de progresser avec elle vers des choses qui doivent évidemment être améliorées en Syrie. Hein, le but, c'est pas de le nier. Soit on continue dans la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, ce qu'on lit dans tous les magazines spécialisés, c'est qu'en réalité, à part la France et l'Allemagne dans l'Union européenne, tout le monde en a plus qu'assez
de ce traitement du dossier syrien délirant et qui n'apporte aucun bien ni au voisinage, ni à l'Europe, ni même aux Syriens. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une génération de diplomates, de journalistes, d'analystes qui doivent admettre qu'ils se sont trompés. Et que quand Laurent Fabius a déclaré que l'équivalent d'Al-Qaïda au Proche-Orient et en Syrie faisait du bon boulot, il l'a vraiment déclaré, c'est sourcé dans Le Monde et c'est insupportable et il faudrait faire amende honorable. La déstabilisation de la Syrie, elle a beaucoup poussé à la déstabilisation de l'Irak, où là la situation du pays est très inquiétante. Pourquoi est-ce qu'elle est très inquiétante ? Elle est très inquiétante parce que depuis l'invasion américaine de 2003, le pays est complètement fracturé. L'organisation État islamique a heureusement été largement repoussée. Elle n'a plus de territoire majeur en Syrie. Mais la crispation ethnico-religieuse n'a jamais été aussi forte au sein de la population irakienne, même dans les zones libérées, même dans les gens qui étaient alliés contre l'organisation État islamique. Aujourd'hui, il y a des difficultés de vie en commun entre les chrétiens de la plaine de Ninive, qui essayent de récupérer leurs propriétés face aux milices chiites qui ont participé à la libération de ces zones, face aux Kurdes qui ont évidemment aussi payé le prix du sang pour libérer tout ça. Et donc, il y a une vraie question, c'est est-ce que l'Irak peut encore vivre en commun et voir sa souveraineté et sa propriété constitutionnelle respectée par tous les acteurs, les Iraniens à gauche, les Américains à droite et les Turcs également qui font partie de l'équation. Aujourd'hui, l'émigration des chrétiens d'Irak a été extrême. Pour certains, on est passé à 200 000 chrétiens, voire moins, en Irak contre 1,5 million il y a quelques décennies encore. On peut se demander si nos enfants connaîtront des chrétiens en Irak. Il faut tout faire pour cela, pour soutenir ceux qui essayent de maintenir une présence chrétienne. Je pense par exemple à l'action de Monseigneur Najib à Mossoul, qui est extraordinaire, mais d'autres. Et puis dire un mot du fait que le gouvernement irakien ne peut pas traiter comme il le fait le patriarche chaldéen, Monseigneur Sako, sa béatitude, qui aujourd'hui n'a plus le droit de résider dans la capitale, qui a toujours été celle qui l'accueillait. Et c'est absolument insupportable. Ça, c'est le troisième pays. Le quatrième pays qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la Jordanie. La Jordanie connaît une situation plus stable. La situation des réfugiés chrétiens irakiens dans le pays qui ont été bloqués par la communauté internationale longtemps, c'est-à-dire qu'on leur a dit de sortir d'Irak pour obtenir le statut de réfugié, mais les puissances internationales s'étaient pas encore mises d'accord sur qui accueillait quelle personne, etc., a été petit à petit heureusement réglée, et c'est heureux parce qu'il y avait des situations qui étaient vraiment socialement dramatiques. Quant aux villages et aux populations chrétiennes en Jordanie, elles sont très bien traitées par l'État qui fait de son mieux. Elles font face parfois au relent de frères musulmans ou d'idéologie des frères musulmans dans certaines parties du pays, mais globalement, on peut dire que c'est une chrétienté qui va bien. On peut évoquer encore 2 autres pays, si vous le voulez, pour ne pas perdre tout le monde. Il y a l'Arménie. Alors l'Arménie, tout le monde a vu ce qui s'est passé à l'automne 2023. Cette situation qui est catastrophique, c'est-à-dire la perte totale par le gouvernement de la province d'Artsar de sa direction de la zone contre Bakou. Bakou qui a résolu militairement ce qu'elle considérait être comme une occupation illégitime de son territoire. Moi, évidemment, je fais partie de ceux qui considèrent que vivre sur la terre de ses pères ancestralement chrétienne, c'est pas une occupation illégitime, et quand on est attaché au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut évidemment que refuser cette situation. Cependant, aujourd'hui, la crainte des Arméniens et de ces réfugiés, c'est que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas là et de revendications territoriales encore plus fortes en Arménie. Et ça, c'est évidemment un vrai danger. Et c'est un vrai danger qui continuera à exister tant que nous n'en arrivons pas à la seule solution possible pour assurer la sécurité de l'Arménie et d'Erevan, c'est la réintégration d'un dialogue tripartite entre les États-Unis, l'Union européenne, préférablement plutôt que l'Union européenne, la France et l'Allemagne, comme ça préexistait dans le groupe de Minsk auparavant, et la Russie. Il n'y a pas de sécurité pour quelque population que ce soit possible dans le Caucase s'il y a une exclusion du dialogue avec la Russie. Il n'est pas possible de dire qu'aucun djihad,
aucun soldat de l'Union européenne ne mourra demain pour préserver l'Arménie. Il faut dire la vérité. Le Caucase appartient à la zone d'influence russe. Et cette zone d'influence, on peut et on doit y avoir une influence également, mais la réalité de la proximité géographique, c'est que si vous avez un débat demain à l'Assemblée nationale pour dire on va donner autre chose que les 2 pauvres millions d'aide humanitaire qu'on a envoyés et qu'on va envoyer des vraies forces pour protéger les Arméniens, personne n'ira mourir là-bas. C'est très malheureux. Je suis sûr qu'il y a plein d'anciens volontaires d'SOS Chrétiens d'Orient qui seraient prêts à y donner leur vie, mais la réalité géopolitique fait que personne ne le fera. Donc maintenant, si on veut dire la vérité, si on répond à la demande populaire de sécurisation de l'Arménie existante pour ces populations, il faut un dialogue géopolitique. Et ce dialogue géopolitique, quelque idée qu'on ait de la Russie, il nécessite l'intégration de Moscou. Peut-être selon des modalités différentes, mais c'est nécessaire. Pour ce qui est de l'Artsakh, je crois que c'est pareil, on connaît la solution. Et la solution aujourd'hui, elle n'est que diplomatique. Le budget de la défense azérie est supérieur au budget de toute l'Arménie. L'Azérie a été aidée pendant tout le conflit par les Israéliens et les Turcs. Turcs dont vous savez qu'ils sont membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Israéliens dont vous connaissez la proximité avec les puissances occidentales. Donc si on voulait avoir des leviers de pression sur Bakou, on en avait. Et nous ne les avons pas utilisés. Quand on vous dit qu'il y a une solidarité des puissances européennes pour l'Arménie, c'est faux. L'Arménie était condamnée par toutes les résolutions qui la concernaient pendant 10 ans, pendant 20 ans au Parlement européen, à cause du fait qu'elle était trop proche, dit-on, de la Russie. Donc on a affaibli géopolitiquement ce pays. Ensuite, on a exigé de lui qu'il s'éloigne du seul voisin qui pouvait le protéger. On s'est ensuite étonné que son voisin le plus fort, et qui avait une volonté revancharde face à lui, exerce cette revanche. Et maintenant, on veut lui expliquer qu'en envoyant Digus avec des survêtements fluo, on va assurer sa sécurité. Donc évidemment, c'est pas crédible. Dernier point, et ça c'est sans doute le point le plus méconnu, je pense, de nos téléspectateurs, c'est l'Éthiopie. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, mais Benjamin Blanchard en revient. Et j'ai eu un récit de ce qu'il a vu et de ce dont il peut témoigner sur la guerre toute récente qui a eu lieu au Tigré, qui est un massacre total, femmes violées en masse, blocage des circuits humanitaires, etc. etc. Là, c'est pas des questions religieuses, c'est des questions ethniques et politiques. Mais je crois qu'il faut que nous portions toute cette société désormais dans la prière et que nous saisissions que ce sont aussi des chrétientés ancestrales et que quand des massacres se déroulent comme ça s'est déroulé ces dernières années, nous ne pouvons pas rester silencieux. Voilà, évidemment, on peut parler des heures de la situation de chaque pays, mais si on voulait penser... Il faudrait 5 heures. J'ai oublié l'Égypte, pardon, ça me paraît important. Bien sûr. Égypte, où nous sommes très présents, à la fois Alexandrie, au Caire, et notamment dans les bidonvilles du Caire. Aujourd'hui, on peut dire que la situation des chrétiens s'améliore relativement à ce qui se passait depuis 2014, mais ils sont, comme toute la société égyptienne, prises dans ce défi de l'Égypte, qui est le défi de la surpopulation, de l'éducation et du développement. À titre personnel, moi, ce que je vois du gouvernement égyptien, c'est plutôt une volonté d'amener et de tirer toute cette population vers le bien, à la fois en ayant une politique plus, responsable vis-à-vis des naissances de la part des familles elles-mêmes. En tout cas, le président Sisi y encourage beaucoup. La lutte contre l'islamisme, ça a été le cas au Sinaï, c'est le cas en Haute-Égypte notamment. Et puis, une difficulté socio-économique majeure, notamment liée au conflit en Ukraine, qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut tenir ferme dans notre proximité avec l'Égypte, reconnaître ce qu'on nous dit, ce que notamment dit le pape Tawardos, donc le pape copte, c'est que la situation s'améliore, les décrets présidentiels pour la place des chrétiens sont notables. Évidemment, il reste plein de choses à faire évoluer pour que ce soit ce qu'il faudrait ou ce que les chrétiens mériteraient d'avoir, mais voilà un pays où des décisions politiques vont dans le bon sens pour la coexistence et la convivialité entre les personnes et les religieux. Alors vous avez abordé le sujet des migrations causées par l'instabilité dans la région. En quoi est-ce que ces migrations bouleversent-elles le Proche-Orient ? Alors d'abord, il faut comprendre que quand on parle de migration, nous on a un point de vue très nord. On a le point de vue des radeaux qui débarquent à Lampedusa, etc. Mais la migration, c'est d'abord une réalité sud-sud.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces mouvements migratoires majeurs, et c'est vrai, se développent de manière majeure entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc., etc. Le deuxième point, c'est pas le sujet de cet entretien d'en parler, mais évidemment, il faut considérer que c'est un cas. Le deuxième point de cette question migratoire, c'est la question des chrétiens dedans. Et pour certains conflits, les chrétiens partent plus que les autres en tant qu'ils sont chrétiens. Certains, ils accompagnent le phénomène migratoire de tout le pays. La crise économique au Liban fait qu'il y a une surreprésentation, je pense, des chrétiens parmi les émigrés face à cette crise, mais elle emmène toute une classe moyenne et une classe moyenne supérieure à partir. Et donc, pas une résolution internationale de la crise économique au Liban, notamment une stabilisation de la livre libanaise sérieuse, ben en fait, on vide le pays, on saigne le pays de ses élites les mieux formées, et Dieu sait que les élites libanaises sont bien formées, et on les envoie dans le Golfe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe. Pour d'autres pays, il s'agit de la résolution spécifique du cas des chrétiens. Là, j'en reviens à ce qui s'est passé en Irak. Tant qu'il n'y a pas de résolution internationale du conflit dans la plaine de Ninive, d'occupation et de propriété des territoires, on aura une émigration des chrétiens. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les chrétiens, ils ont des ennemis internes et ils ont des ennemis externes. L'ennemi interne, c'est les islamistes qui leur rendent la vie impossible. Et toutes les radicalisations islamistes, qu'elles viennent des frères musulmans, du Qatar, de l'Arabie saoudite, de ce que vous voulez, sont un danger pour la coexistence des chrétiens. Et le facteur externe, c'est ceux qui prônent soit des solutions importés de pays étrangers qui n'ont aucun rapport avec le mode de vie et le mode politique au Proche-Orient, soit ceux qui sont pour le tout migratoire. Ceux que vous croisez dans la rue et qui vous disent « Oh, ces pauvres chrétiens d'Orient, vu ce qu'ils subissent, ils devraient pouvoir venir chez nous et habiter chez nous. » Mais en fait, si on fait ça, on affaiblit les chrétiens généralement, puisque ceux qui viennent, ce sont les mieux formés, ce sont toujours les plus intelligents et les plus courageux, et ceux qui restent, alors, toujours, c'est exagéré, mais très souvent, et ceux qui restent, ce sont ceux qui ont le moins d'ouverture au monde ou le moins de capacité à s'expatrier. Et notamment, par exemple, les anciennes générations. C'est comme ça qu'on saigne une jeunesse. Et ça, c'est un danger pour tous, et je crois un danger qu'il faut pouvoir combattre. Globalement, sur le phénomène migratoire, je termine par là, on est en train de créer de nouveaux drames migratoires qui étaient inconnus jusque-là. La situation économique au Liban, la crise libanaise, fait qu'aujourd'hui, depuis le port de Tripoli au nord du pays, on a des radeaux de la mort qui partent vers Chypre. Ce qui était inimaginable il y a 10 ans. Inimaginable il y a 10 ans. Donc si on n'est pas capable de résoudre une crise économique dans un pays de 6 millions de personnes, qui a une des jeunesses les mieux formées de la région, des locuteurs francophones en pagaille, et quand ils ne sont pas francophones, ils sont anglophones, je ne sais pas ce que ça veut dire sur notre capacité à protéger l'écosystème régional et donc éviter ce grand déménagement du monde dont on connaît à la fois les conséquences pour les pays d'origine et aussi pour l'Europe. Pour les pays qui reçoivent. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que finalement la diplomatie occidentale ne serait pas un gigantesque désastre dans la région ? D'abord, je pense que la diplomatie occidentale, ça n'existe pas. Il y a plusieurs grands acteurs. Il y a l'acteur américain, qui est évidemment désastreux et qui porte une responsabilité immense avec la destruction de l'Irak en 2003, la destruction politique, j'entends. L'invasion américaine en Irak a complètement déstabilisé l'Irak, mis de côté toute une partie de ceux qui étaient auprès de Saddam Hussein dans le baasisme et dont on sait qu'ils ont été ensuite les facteurs sérieux militairement de l'organisation État islamique et d'autres groupes d'ailleurs. On voit qu'il y a des provinces au sud de l'Irak qui sont toujours des zones de tension par ailleurs. Et donc ça, évidemment, c'est une cause de scandale. Leur pillage de ressources syriennes au nord-est du pays est un scandale en lui-même, etc., etc. Donc ça, c'est un désastre évident. Il y a le scandale plus global de ce que vous vouliez dire sans doute par diplomatie occidentale, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des valeurs ou la diplomatie des droits de l'homme. Et ça, c'est une catastrophe au Proche-Orient. En fait, c'est une catastrophe partout. C'était une catastrophe qui explique une partie du drame du Sahel aujourd'hui, etc., etc. Au Proche-Orient, la diplomatie des valeurs, si on fait son compte, très simple. Syrie, guerre civile larvée. Égypte, grâce au président Sisi, on est sorti du gouvernement des frères musulmans. Soudan, guerre civile en place, guerre civile meurtrière dont personne ne parle. Et quel pays me manque-t-il ?
Ça me paraît être les principaux. Bahreïn, aucune évolution vis-à-vis de ce qui s'est passé, etc. etc. Tunisie, aujourd'hui, alors c'est pas un lieu de chrétiens d'Orient, mais Tunisie, aujourd'hui, vous parlez à tous ceux qui évoluent un peu la situation, tout leur but, c'est de réussir à défaire ce que les frères musulmans ont cassé, abîmé, etc. Donc cette diplomatie des valeurs, Libye, pourquoi j'ai oublié la Libye ? Libye, catastrophe généralisée, éclatement du pays. Toute cette diplomatie des valeurs est mise en échec systématiquement. Il n'y a pas un cas de succès. Donc d'abord, quand on commet une faute, la première chose, c'est de l'admettre. Si on veut le pardon, il faut admettre sa faute. Donc il faut un grand bilan de cette diplomatie des valeurs qui a été catastrophique. Or, aujourd'hui, ceux qui étaient à la tête de cette diplomatie des valeurs continuent à seriner leur venin sur tous les plateaux de télévision, dans toutes les décisions et dans toutes leurs réactions face aux crises internationales. Donc ceux qui ont conduit à la catastrophe sont encore ceux qui donnent des avis sur comment sortir de la catastrophe, ce qui est pour le moins inquiétant. Premier point. Deuxième point sur cette diplomatie occidentale, c'est qu'il faut qu'elle arrête par son anthropologie dégradée, par sa négation de la différence des sexes, par sa volonté d'imposer un programme progressiste sociétal, qu'elle arrête de se faire des inimitiés systématiques au Proche-Orient. Et ça, c'est essentiel. On ne peut pas expliquer qu'il y a une indifférence entre l'homme et la femme, qu'il y a une non-binarité des genres, que la cause LGBT dépasse celle qui est universellement défendable de la dignité des personnes pour en arriver à tous les délires idéologiques liés à ces revendications, etc., etc., dans ces pays. Sinon, on ne sera jamais entendu et jamais compris. Et après, on doit arrêter la politique de double standard. On ne peut pas avoir le ministre de l'Intérieur du Qatar qui ouvre Millipol et qui accueille le Hamas sur son sol, qui ouvre Millipol, je crois, 2 semaines après l'attaque du 7. Et en même temps, dire que tel autre pays devrait faire partie de l'axe du mal et être banni du champ des relations internationales. Ça ne passe pas, parce que chez nous, ça paraît loin, mais au Proche-Orient, tout le monde a la tête dessus. Donc tout le monde voit que ces décisions sont absolument absurdes. Donc on arrête la politique de double standard. Et pour arrêter la politique de double standard, il faut en arrêter un point simple, c'est en fait la diplomatie des droits de l'homme. Et qu'on en revienne au savoir-faire français, qui est l'héritage de nos pères, qui évidemment se sont posés les mêmes questions morales et les mêmes questions éthiques que nous. On n'est pas supérieur éthiquement ou philosophiquement à nos pères, et qui en ont abouti à un point très simple. La diplomatie qui est la plus protectrice de la dignité des personnes, des familles et des intérêts nationaux, c'est celle qui défend les objectifs les plus rationnels et les plus objectifs, c'est-à-dire l'intérêt des États. Et l'intérêt des États, ce n'est jamais de nier la dignité des personnes. Donc en défendant l'intérêt des États, on fait le plus grand bien aux sociétés. En défendant l'intérêt de droits de l'homme indéfinis et constamment évolutifs, on défend l'intérêt de 3 universitaires sous cocaïne dans les universités concernées, de quelques germano-pratins en France, et jamais du bien commun de ces populations. Alors j'en reviens justement à la France. La France a un grand lien avec l'Orient. C'est Napoléon devant les pyramides, c'est la promesse de Saint-Louis de défendre les chrétiens d'Orient, c'est la Syrie et le Liban qui étaient sous mandat français. Donc comment peut-on expliquer ce lien très fort entre la France et l'Orient, et quel rôle pourrait-elle jouer justement dans la situation actuelle ? Alors d'abord, c'est un lien religieux, en réalité, très rapidement, soit pour la défense des pèlerins qui voulaient se rendre en Terre Sainte, soit par notre investissement auprès de diverses familles religieuses, etc., il y a eu la perpétuation de ce lien religieux. Et aujourd'hui, les forces vives de cette défense du lien avec les chrétiens d'Orient, force est de constater que ce sont les chrétiens français au premier plan, les catholiques, qu'il y a une surreprésentation française dans le cas des chrétiens d'Orient partout, ça reste une réalité dont on peut être particulièrement fier. Ce qu'il y a, c'est que si on dit c'est les chrétiens et les catholiques français qui sont les forces vives de ce mouvement et qu'il y a une déchristianisation du pays, vous voyez bien que ces forces vives, elles vont en s'amenuisant. Donc je pense que plus notre pays perd son identité, donc par son identité j'entends l'héritage de ce la défense de l'héritage de ce qu'elle doit à la fois à l'institution Église et puis aussi à l'Évangile. C'est-à-dire à la fois à ce que c'est institutionnel et culturel,
mais aussi de ce que ça a de spirituel et qui nous indique ce que nous devons dans notre comportement. Évidemment, il y aura une problématique petit à petit. Le deuxième pan, c'est que la France, si elle veut avoir une voix propre, doit se comporter comme un État qui a une voix propre. Et donc, si tout ça est noyé dans des déclarations quadripartites avec les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Union européenne, etc., ça n'aura aucun poids. Il faut assumer cette voix spécifique de la France et cette voix qui est parfois seule, qui accepte d'avancer seule, arrêter d'avoir la terreur de l'isolement qui explique beaucoup de notre affaiblissement diplomatique. Si nous voulons avoir une voix originale, il faut parfois accepter d'être brocardé par certaines populations. Post-2003, on est brocardé par les Américains, certains gouvernements, etc., etc. Troisième élément pour qu'il y ait cette évolution et cette continuité, je crois, il faut comprendre que quand on parle du Proche-Orient et quand on prend des décisions géopolitiques sur le Proche-Orient, on ne prend pas des décisions idéologiques, on n'est pas dans les nuées. Ça a des conséquences pratiques sur les personnes. Donc si on décide de changer un gouvernement ou d'appuyer ceux qui changent un gouvernement, il faut regarder ce que ces personnes incarnent et quels sont leurs adversaires et contre qui elles ont une dent. Et faire face à ça, c'est évoluer cette opposition. Voilà. Quelqu'un qui se déclare démocrate ou défenseur des droits de l'homme n'est pas forcément quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est pour un gouvernement autoritaire n'est pas forcément un salaud. Ce qui est intéressant, c'est la complexité des personnes et des sociétés. Et ça, ça demande quelque chose de très simple, c'est la connaissance concrète, intime des pays dans lesquels nous intervenons. Donc réinvestir dans ceux qui enseignent la langue française, ces Français qui incarnent la grande continuité de la France. En fait, tous ceux qui sont un peu les surnuméraires de la gestion politique contemporaine, managériale et pseudo-rationnelle. En fait, pour connaître un pays, il faut y vivre et l'épouser. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais c'est comme ça qu'on ne se plante pas. Alors, il y a un pays qui est également très influent dans la région, c'est le Qatar. Comment analysez-vous son rôle, et notamment son rôle par rapport au financement des groupes islamistes ? Je n'ai pas d'informations spécifiques à vous donner, autres celles qui soient sorties, par exemple, par Chesneau et Malbruno, etc., sur les rôles du Qatar, tout ce qui a été documenté, d'ailleurs affirmé. Début de la guerre civile syrienne, le Hamas vient se réfugier au Qatar, etc., etc. Donc évidemment, il y a son rôle officiel, assumé d'ailleurs pendant longtemps par la diplomatie qatari, sa conception subversive des relations internationales et du rapport à la politique, son idée que en subvertissant les pouvoirs autoritaires, elle s'acquerrait un pouvoir sur les mouvements sociaux et que ces mouvements sociaux lui permettraient d'avoir une influence. Tout ça a amené une catastrophe régionale. Sa capacité à corrompre profondément les vues diplomatiques et internationales de certains acteurs ou de certains analystes sur la vie internationale. On l'a vu dans l'affaire odieuse du Qatargate au Parlement européen, dont je rappelle ce que ça veut dire. La Commission des droits de l'homme du Parlement européen a été alignée pendant 10 ans dans ses conclusions, je ne sais pas comment, etc., c'est à l'enquête de le dire, sur les points de vue du Qatar, sur toute une série de régions ou de pays qui voulaient défendre de pays ou de situations internationales à partir desquelles on réfléchissait. C'est quand même une question qui mérite d'être posée. Et puis son lien intime avec jusqu'au cœur des ministères français. On n'imagine pas le degré de coopération et d'intrusion dans l'État français du Qatar, avec parfois des hauts fonctionnaires qui sont spécialement dédiés à nos relations avec le Qatar, dans des relations bilatérales, ministérielles, etc., etc. Donc là, il y a une vraie grande question nationale à faire. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pourrait être à cet égard une très bonne idée. Globalement, je crois que jusqu'à la crise en Terre Sainte, on allait plutôt vers un rapprochement régional qui aurait pu faire évoluer le Qatar dans le droit chemin. C'est-à-dire l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous égide chinoise, etc., etc., ramener tous les acteurs à la raison. C'est un moment où, par exemple, on a vu les relations avec le Qatar et l'Égypte s'apaiser un petit peu, etc. Ce que j'espère, c'est qu'au sortir de cette crise, le Qatar ne sera pas tellement renforcé qu'il pourra reproduire ou gagner des négociations diplomatiques à cet endroit. J'espère que nous ne sombrerons pas dans cette folie. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur l'actualité récente,
qui a pu toucher à la fois l'Arménie, mais également la Terre Sainte, avec l'agression du Hamas du 7 octobre. Alors tout d'abord, pour aborder le sujet de l'Arménie, et donc la chute de l'Artsakh, comment analysez-vous ces événements et quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Arménie ? C'est une catastrophe. C'est un déplacement de population terrible qui amène de fait à un nettoyage ethnique, puisque une population donnée a été renvoyée sur un autre territoire. Ce qui est terrible, c'est qu'on a complètement oublié que c'était annoncé par l'État en place à Bakou. Et donc la communauté internationale, notamment l'Union européenne et le Conseil européen, qui par Charles Michel se faisait efforts de réussir à bloquer la situation. Il y a des déclarations où Charles Michel se félicitait des progrès des négociations, n'a pas réussi du tout à interrompre la volonté revancharde de Bakou et sa volonté d'en finir avec l'Artsakh. Aujourd'hui, il y a donc deux problématiques. La première problématique, c'est les personnes. Réussir à accueillir dignement les réfugiés de l'Artsakh en Arménie, où il y a évidemment une solidarité spontanée qui se crée, mais aussi des difficultés sociales et d'intégration. D'intégration à la vie sociale et à l'aide que ces personnes méritent. Parce que l'Arménie, c'est un pays très pauvre. C'est une situation sociale très difficile et qu'on est au milieu de l'hiver, et l'hiver est particulièrement rigoureux dans le pays. Donc ceux qui prétendent vouloir aider les habitants de l'Artsakh, d'abord doivent largement augmenter leur aide aux populations arméniennes et passer par soit l'État, soit par des associations capables d'assurer la survie économique de ce pays. Enfin, la survie économique de ces personnes, premier élément. Deuxième élément, c'est la question de la sécurisation des frontières de l'Artsakh, enfin de l'Arménie maintenant. Et cette sécurisation des frontières, elle nécessite, je vous l'ai dit précédemment dans l'entretien, une conciliation internationale importante. Donc la réintégration de la Russie à ces négociations. Donc le fait que la France et l'Allemagne, qui étaient dans le groupe de Minsk, qui étaient chargés de surveiller la zone, se réinvestissent complètement, et que les États-Unis s'interdisent d'utiliser la situation arménienne pour faire une guerre d'influence avec la Russie. Ce qui importe dans ce pays désormais, c'est l'accueil des populations, la paix et la protection de la frontière face à l'Artsakh, et qu'on se souvienne de ce qui se passe en Géorgie. On a promis monts et merveilles au pays, et que maintenant, il a fini par obtenir le droit de rêver à l'intégration à l'Union européenne seulement maintenant. D'abord, je ne suis pas sûr que l'élargissement de l'Union européenne soit une bonne idée, mais c'est hors des questions des SOS Chrétiens d'Orient. Et puis le deuxième aspect qui est réel, c'est qu'on voit que les grandes promesses sont parfois suivies de tout petits résultats. Pour ce qui est de l'Artsakh, il y a évidemment les exigences de justice internationale. Donc tous les crimes, tous les abus qui ont été faits à l'occasion de l'opération militaire azérie doivent être largement condamnés et débattus devant les plus hautes instances internationales. Et puis il y a la question de ce qui va devenir de ce territoire. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a décidé qu'elle ferait pleine et entière souveraineté sur cette question, ce qui entre en contradiction directe avec le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Que peut faire la communauté internationale face à cette situation sans revenir à une arme, c'est l'arme diplomatique. Et l'arme diplomatique, ça consiste à amener tout le monde autour de la table, sérieusement avec l'intégralité des acteurs, pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire, qui est ancestralement arménien, qui est marqué par une présence arménienne religieuse, ethnique et culturelle, et qui ne peut pas être arasé de son histoire et du lien intime de ces populations avec lui. Ce que j'espère, c'est qu'on en arrivera donc à ces discussions concrètes et de bonne foi, qui cesseront d'être polluées à la fois par le conflit en Ukraine, qui est l'explication principale de ce qui s'est passé en Arménie, où personne n'a voulu agir, ni les Russes concrètement, ni ceux qui avaient besoin de l'Azerbaïdjan à travers l'achat de son gaz dans d'autres contrats. Et puis, le fait de pleurer avec ceux qui pleurent, de penser les victimes, leurs malheurs, et de les accompagner dans ce sens-là. Donc, si je résume, foin de grandes déclarations de solidarité avec l'Arménie, avec grandes écharpes, grands pleurs, etc., alors que politiquement il ne se passe rien.
Et deuxièmement, rationalisation des relations internationales et remise en place des configurations qui peuvent appeler d'abord à la paix, à la sécurisation des frontières, et ensuite au règlement de la question de l'Artsakh, qui ne peut pas être figé dans les frontières dessinées par la folie communiste. Ce n'est acceptable pour personne. Alors, on l'a vu depuis le 7 octobre, la reprise des tensions entre Israël et la Palestine a eu pour effet de nombreuses victimes civiles de côté. Quel sort attend les chrétiens d'Orient en Terre Sainte? Alors, le sort des chrétiens d'Orient en Terre Sainte, il y a des associations très expertes qui se penchent dessus. Je pense qu'il faut reconnaître tous leurs talents, le Saint-Sépulcre, Malte, etc. Donc, bravo à tous ceux qui sont extrêmement investis là-dedans. Et j'espère que tout le monde aidera. SOS Chrétiens d'Orient essaye de participer, notamment à la dénonciation de ce qui se passe sur place, etc. D'abord, il faut dire que l'attaque du 7 octobre est l'horreur absolue, l'indignité absolue, commise par un groupe terroriste lié aux frères musulmans, du moins qui s'est inspiré des frères musulmans, et que cette horreur est condamnable quoi qu'il arrive. Que comme toutes les antennes des frères musulmans, celles présentes en France ou celles présentes au Proche-Orient, l'idéologie de ce groupe est un danger international constant. C'est un danger sur notre sol, c'est un danger là-bas. Ce groupe n'a aucune barrière morale, éthique et politique. Je rappelle que ce sont des frères musulmans qui sont à l'origine de la plupart des germes idéologiques, des réseaux initiaux de ce qui a donné les islamismes internationaux, enfin les djihadismes internationaux présents au Proche-Orient, sous quelque forme que ce soit. Passé cette question, il y a la question des chrétiens présents à Gaza. Les chrétiens présents à Gaza étaient déjà très peu nombreux avant le début de la crise, et ces chrétiens sont pris en étau entre les bombardements israéliens et le crime qu'a commis le Hamas. Ce qu'il faut réussir à dire, c'est dénoncer ce qui leur arrive et dénoncer quand les bombardements sont indiscriminés et les visent comme ils peuvent viser des civils, de Gaza, et en même temps expliquer que tous ceux qui ont laissé prospérer cette antenne des frères musulmans partagent une responsabilité dans ce qui se passe. Ça n'excuse en rien les malheurs humanitaires qui s'abattent sur une population et l'oubli parfois du droit humanitaire dans les déclarations politiques et dans ce qui se passe. Quand on entend certains dire que la population de Gaza devrait pouvoir être déplacée en Égypte, où le maréchal Sissi, où le président Sissi vient de faire la guerre dans le Sinaï pendant des années pour lutter contre l'islamisme, quand on entend dire qu'il pourrait être déplacé en Jordanie, qui a déjà connu une déstabilisation du fait des réfugiés palestiniens, voire au Liban, où on sait que ça a été les prodromes de la guerre civile, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour les puissances régionales, c'est pas acceptable pour les Palestiniens, et c'est même pas acceptable pour les Israéliens en réalité, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu similaire en cela à ce qui se passe en Arménie. Le seul outil qui permettra la paix dans la région, c'est le retour à des solutions diplomatiques. Il n'est pas possible qu'une guerre infinie et ininterrompue apporte la sécurité à qui que ce soit dans cette région. Ça n'existe pas, un État constamment en armes qui tient dans la durée. Sparte, ça disparaît. C'est un premier point. Pour ce qui est de la situation en Cisjordanie, la communauté internationale est quasiment d'accord à 100%, à part deux États, les États-Unis et Israël, sur ce qu'il faut qui se déroule pour qu'il y ait une sécurisation de la zone. La fin de la colonisation. Les colonies sont dénoncées par tous les traités internationaux ou les résolutions de l'ONU systématiquement. Le fait que l'accaparement des terres crée des problématiques de crédibilité de l'autorité palestinienne et de crédibilité de tous ceux qui essayent d'amener vers la paix est une évidence. Une évidence. Et on ne pourra pas arriver à ce que les chrétiens de Terre Sainte soient protégés si on ne leur donne pas une solution politique. Donc la volonté qui est l'instauration réelle d'un État palestinien est insécable de la sécurisation de la zone. C'est tout à fait évident. Et donc, il faut qu'on entende ce que nous disent les églises orientales. Il y a des déclarations des patriarches avant le 7 octobre
de toutes les autorités religieuses à Jérusalem qui attirent l'attention sur tout ce qui se passe, et notamment de certains radicaux israéliens qui menacent les chrétiens, qui essayent de les exproprier, qui essayent de les intimider, etc. etc. Évidemment, on ne peut pas mettre ça sur le même plan que le sommet de l'horreur qui s'est passé le 7 octobre. Mais on ne peut pas non plus se taire sur la situation. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir un rapport dans un certain monde conservateur ou religieux qui nie ces faits. Nier ces faits, c'est ne pas être crédible et entendu dans l'intégralité de la région. On ne peut pas avoir une politique de double standard, encore une fois, sur cette question. Donc, est-ce que la destruction du Hamas en soi serait un bien commun pour tous? Oui, comme de toutes les orteils des frères musulmans. Est-ce que les bombardements indiscriminés, les déplacements de population, la pression humanitaire, les interdits humanitaires faits apportent une solution? Non. C'est pas ça qui amènera la paix. Et je crois que le chemin de paix ou les discours de paix les mieux faits, les mieux dits, c'est ce qu'on voit issu des déclarations des patriarches orientaux, notamment du patriarcat latin de Jérusalem. Vous avez eu le patriarche qui a proposé de se faire otage à la place des otages, etc., qui ont un point de vue, je crois, équilibré sur la question et qui nous amène à tout ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe en Terre Sainte, ça a été l'indifférence internationale pendant des années. Et cette indifférence internationale pendant des années, alors même que ce conflit est internationalisé depuis ses débuts, n'est pas acceptable. Donc, il faut dire une chose très claire, les relents d'antisémitisme liés à certains partis politiques ou certains mouvements politiques ou certaines déclarations politiques qui veulent taire les méfaits du 7 ou essayer de mégoter sur le degré d'amplitude de la condamnation sont insupportables. Comme sont insupportables ceux qui ne veulent pas regarder en face ce qui se passe par ailleurs. Tout le monde connaît le degré d'horreur du Hamas. C'est le degré d'horreur classique des frères musulmans. Et malheureusement, on a trop oublié ce qu'étaient les frères musulmans et les torts qu'ils pouvaient commettre. Et il a plongé toute une zone dans une spirale de malheur. Et tous ceux qui concourent à cette spirale de malheur ne font ni le bien de leur peuple, ni le bien de la stabilité régionale, et encore moins le bien des chrétiens, évidemment. Alors pour conclure cet entretien, on en a parlé un petit peu au début, vous terminez votre livre par une lettre à un volontaire. Que donneriez-vous comme conseil à un jeune qui se questionne ou qui chercherait à s'engager pour les chrétiens d'Orient? Je dirais qu'il faut donner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Ça veut dire que l'homme est un animal social et que par cette vocation sociale, il n'est bon et bien de vie que celle qui est donnée. Elle peut être donnée à un autre ou à une autre, c'est la création d'une famille. Elle peut être donnée à Dieu complètement, c'est une autre vocation. Mais en tout cas, il faut la donner. Et une des manières de la donner, c'est s'engager. On peut s'engager chez soi et la France est traversée de suffisamment de malheurs pour qu'il y ait toutes les possibilités faites à ce don de soi. On peut aussi se donner aux chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qu'on va faire en se donnant aux chrétiens d'Orient? On va participer à cette grande chaîne du temps de solidarité avec les chrétientés orientales. On va y découvrir un monde nouveau et on va s'y découvrir aussi soi-même. Et donc en se dépouillant à la fois de ses préjugés, en se dépouillant de son confort européen et français, en se dépouillant de cette sorte de facilité de vie, pour accomplir ce grand destin français, cette grande geste française en faveur des chrétiens d'Orient, en fait on renoue une chaîne du temps qui ne peut que nous apporter à la fois des bienfaits culturels, intellectuels, personnels, spirituels, et surtout, nous hisser à notre devoir, c'est celle que la fille aînée de l'Église ne peut pas oublier nos frères aînés dans la foi, que sont les chrétiens d'Orient. Charles de Meyer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi me persécutes-tu ?» chronique d'un Orient martyr, publié aux éditions La Nouvelle Librairie. Je rappelle également à nos spectateurs qu'ils peuvent retrouver depuis le 8 décembre notre nouveau magazine « Une terre de peuple vers la guerre civile en France ». Pour nous soutenir, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et retrouvez nos différentes offres sur notre site internet www.livrenoir.fr. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre,
deux peuples. Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza, ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Morand-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres, que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ses jeunes des quartiers, ses victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.